Jeff Morancy avec vous pour ce podcast-là. Et on est-tu là? Est-ce qu'on peut me confirmer que le son est bon? Parce que d'habitude, je vois le son passer, là, je ne le vois pas. Mais j'espère que tout va bien. Donc, on est là avec vous, l'édition du 17 juin 2020. J'espère que ça va bien et qu'on m'entend. Donc, si vous pouvez confirmer que tout est en place et que tout va bien, bien, tant mieux. J'en serai très, très, très heureux. Alors, je veux prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. On est là, ça marche bien, je le confirme. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, dans le plan de match, on a quoi exactement? On va prendre le temps de se placer. On va parler, bien sûr, de Keyson Ferdinand et Thomas Giraldo qui signe avec l'Impact de Montréal. Donc, premier contrat pro pour les deux jeunes joueurs. Des produits de l'interne. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est signe qu'on est en santé. On va se parler également de l'Impact de Montréal, deuxième tête de série dans son groupe. Et huitième favori pour remporter le tournoi MLS. Le podcast BBN, ça débute maintenant. Hey, Jeff est là avec vous. Donc, pour cette édition, oui, du 17 juin 2020, je veux qu'on prenne le temps. Hey, avez-vous vu le beau setup d'infographie? Je voulais qu'on prenne le temps un peu de se parler. Donc, Keyson Ferdinand qui signe avec la première équipe dans la MLS. Un jeune joueur, jeune défenseur arrivé chez l'Impact de Montréal à l'âge de 10 ans. Avait rejoint l'académie donc en 2014. Il évoluait avec l'Impact U19. Il a fait la pré-académie. Il a abouti donc vraiment un produit de l'intérieur. C'est un joueur qui s'établit maintenant dans les plans de l'Impact de Montréal. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il pourrait être du voyage du côté de Orlando pour le tournoi MLS is Back qui débute le 8 juillet prochain. Pour Ferdinand, c'est un rêve donc de jeunesse qui se concrétise. Et il avait joué donc la Coupe du Monde, la FIFA U17 au Brésil en 2019. Donc ça faisait un bon bout de temps qu'on l'avait dans la mire et qu'on avait identifié le talent potentiel de Ferdinand pour croître et faire sa place avec la grande formation, avec le grand club. Et aujourd'hui, ben, c'est confirmé. Donc, l'Impact le signe comme joueur formé au club, non inclus dans l'effectif. Alors, c'est une technicalité. Est-ce qu'on va le voir du côté de Orlando? Sincèrement, ça m'étonnerait qu'on le voit là. Mais clairement, d'un autre côté, c'est le symbole, le signe de deux choses. Un, que l'Impact a vraiment un plan de développement. Je vous l'avais dit cette semaine, alors qu'Olivier Renard avait déclaré que l'Impact était en ligne avec son vouloir, son désir de construire par l'interne et de bâtir cette formation-là, ce club-là, avec des jeunes. Et clairement, les moves qu'on nous présente aujourd'hui sont directement en ligne avec tout ça. Et c'est donc une excellente nouvelle pour l'Impact. C'est une excellente nouvelle pour nos jeunes qui jouent au soccer, qui évoluent et qui veulent avoir un espoir finalement d'aboutir un moment ou un autre dans un club pro. Donc c'est pour Keyson Ferdinand une belle occasion de faire sa place avec le grand club. On va le voir à l'œuvre, j'en suis convaincu plus tôt que tard.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Un petit gars de Montréal qui demeure à Rivière-des-Prairies, qui a évolué, comme je vous disais, avec l'Impact U19. Un défenseur de 6 pieds, 159 livres. Il devrait prendre un petit peu de game shape, pas de game shape, mais de poids, de gabarit pour assurer ses rôles et les tâches qu'on va lui confier au sein de la MLS et de la brigade défensive du bleu-blanc-noir. Mais sans aucun doute, on vient lui donner une bonne dose de confiance. Avec la signature qu'on a vue aujourd'hui, c'est une belle tape dans le dos, finalement, pour récompenser ses efforts. Et il y a beaucoup plus de bruit sur la ligne présentement au niveau de cette signature-là que celle de Giraldo, donc milieu de terrain. On est un peu plus occupé et complet à cette position-là, mais un défenseur qui est en mesure de venir jouer le corridor gauche, ça fait plein de sens et c'est quelque chose qu'on aimerait voir. L'Impact de Montréal, clairement, a besoin d'un latéral gauche pour continuer son développement et jouer du soccer de 2020. Donc, il faut, à cette heure, c'est plus suffisant d'avoir un bon bloc défensif qui sont capables de resserrer sur l'axe et de contenir finalement l'adversaire dans les couloirs et le long des lignes de touche. Il faut avoir vraiment, au niveau des deux latéraux, des pistons. On a vu Alphonso Davies fracasser le record en Bundesliga avec un 36,51 km/h lors du dernier match. C'est ça qu'on veut voir. C'est des latéraux capables d'exploser, d'atteindre une vitesse de pointe incroyable et d'être assez fort techniquement pour garder le contrôle de son corps et reprendre position lors d'une attaque, lors d'une préparation. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, on a identifié le talent présentement. On espère que ça va bien aller. Mais quand je regarde et j'en reviens au 11 que j'ai présenté lundi, j'en reviens à la discussion qu'on a eue hier, mardi, clairement, l'Impact a besoin d'un défenseur. On s'est longtemps dit, et je vous l'apprends ici à soir, on a longtemps dit que l'Impact devait se trouver un 9 ou un 10, mais l'Impact, clairement, le plus gros besoin présentement, c'est un défenseur latéral. Moi, je pense sans dire qu'on a une congestion en milieu offensif et en attaque, on a du potentiel et on a des éléments. Donc, où est-ce qu'on peut se renforcer, c'est le couloir gauche. Parce que présentement, on a quoi en couloir gauche? En latéral gauche, on a Corrales. Mais sinon, c'est plutôt difficile d'identifier qu'est-ce qui va là. Donc, ça fait 2 jours qu'on débat à savoir est-ce que Lassi Lapalainen s'en va latéral gauche et visiblement, il peut le devenir, a les capacités à le faire, a les capacités à devenir un excellent latéral gauche avec ses qualités offensives qu'on lui connaît. Donc, reste à voir là, sur le repli défensif quelles pourraient être ses capacités technique et sa vision de jeu, parce que c'est pas donné à tout le monde. Courir d'un sens, ça va bien, mais de revenir en position, de maintenir le bloc et de refermer, c'est pas toujours évident. Donc, il faut trouver un joueur qui va avoir cette capacité d'adaptation-là. On peut prendre le pari avec Lassi Lapalainen, mais c'est pas garanti qu'on va avoir les résultats souhaités. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça va donner au cours des matchs, peut-être des expériences. Et il n'y a rien qui nous dit que dans la tête de Thierry Henry, il y a une option là avec Lassi Lapalainen dans le couloir gauche. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on a? On a Corrales. Et c'est à peu près tout. Moi, j'adore. J'aime bien le travail. Je trouve que Corrales fait un travail franc et correct sur le corridor gauche. Mais si j'avais une position où je pourrais me renforcer ou encore ajouter une doublure, est-ce que Ferdinand peut devenir la couverture finalement en latéral gauche, la doublure, pardon, en latéral gauche? Est-ce qu'il peut devenir le super sub de Corrales?
faudra voir comment il va évoluer, mais la conclusion qu'on peut en tirer au moment où on se parle, c'est que l'Impact croit en sa jeunesse. L'Impact est prêt à faire confiance et a compris la game de la MLS, a compris comment est-ce qu'on devait agir en MLS pour connaître du succès. La clé en MLS, il n'y a pas de cachette, là. Il faut prendre des jeunes joueurs, des joueurs recrues, des joueurs issus de l'interne, leur faire confiance, leur donner de la visibilité et leur permettre un exposure pour leur offrir un tremplin. Malheureusement, c'est ça la réalité aujourd'hui. Les jeunes rêvent encore tous à l'Europe, rêvent encore tous des grands circuits européens et allemands. Donc, on doit servir de tremplin présentement et produire devenir une niche finalement, et on va aller chercher des fonds importants sur le marché des transferts avec ces joueurs-là. Donc, c'est la stratégie présentement en MLS. Elle est claire et l'Impact a compris. Elle entre aujourd'hui avec ces deux signatures-là dans la danse et compte bien en tirer profit. Mais quand on voit des joueurs comme Alphonso Davies quitter les Whitecaps et s'en aller en Bundesliga, c'est sûr que ça retient l'attention. C'est sûr que les yeux sont rivés vers la MLS et qu'on vient d'abattre finalement une porte et de créer une brèche, une ouverture pour les jeunes joueurs canadiens à l'international et les jeunes joueurs pas nécessairement canadiens mais qui évoluent en MLS. Et peut-être même en CPL, en CPL, en USL, pour s'en aller de l'autre côté. Donc, il faut continuer à offrir de la croissance. Et ça m'amène au deuxième point. Un point qui revient souvent à l'ordre du jour et qu'on parle souvent. Et j'aurais aimé ça avoir ce soir Olivier Renard en entretien pour parler de cette position-là avec vous. Est-ce que l'Impact de Montréal doit absolument avoir un club de réserve? Peu importe l'endroit, peu importe le circuit, moi je pense que ça devient une priorité. Et non seulement ça devient une priorité, ça devient une urgence pour l'Impact de Montréal. Question de donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Ça ne sert à rien de signer des Thomas Giraldo, de signer des Ferdinand si match après match, on doit les laisser de côté ou leur donner des 2-3 minutes de temps par match. Donc, il faut que ces gars-là voient du terrain. C'est sûr qu'ils vont pouvoir en voir avec leur formation pareil. Mais clairement, si on veut les garder dans l'entourage de l'équipe et faire de quoi de sensé, de quoi d'intelligent et d'accroître cette implosion-là, cette immersion-là de l'intérieur, il faut absolument que l'Impact de Montréal offre à sa jeunesse, à ses pépites, à ses prochaines vedettes, un lieu de développement qui fasse du sens, qui soit logique, et ça passe par un club de réserve. Donc, il faut absolument ajuster les flûtes pour que l'Impact de Montréal soit en mesure de trouver un moyen de développer ses joueurs. C'est sûr qu'on peut en prêter en CPL. C'est sûr qu'on peut en prêter un petit peu partout. Donc, si on répartit les prêts, on va avoir des joueurs qui devraient voir du terrain, mais quand même, c'est pas le monde idéal. Donc, il faut réussir à mettre sur pied un club 2. Je sais qu'on a laissé tomber parce que financièrement, l'opération n'était pas bonne. Moi, je pense qu'on était peut-être à l'époque un peu en avance. Présentement, je pense qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et c'est clairement le moment d'aller de l'avant avec un tel projet. Moi, je pense que c'est un incontournable présentement. Donc, il faut voir à ça et il faut frapper dans cette direction-là. Je veux qu'on se parle dans un deuxième temps du tournoi, bien sûr, de la MLS du côté de Orlando. Donc, qui sera en mesure de mettre la main sur les grands honneurs du côté de
la MLS lors du tournoi MLS is Back présenté entre le 8 juillet et le 11 août prochain du côté de Orlando. Mathias Van Hals a partagé aujourd'hui un article de Forbes. Très intéressant cet article-là. On revient dans quelques instants. Restez là dans le podcast BBN. On va se parler des têtes de série à l'intérieur du groupe C, bien sûr, mais à travers tout le circuit. À l'intérieur du groupe C, on retrouve bien sûr l'Impact de Montréal, on retrouve DC United, le Revs de la Nouvelle-Angleterre et bien sûr on retrouve également le Toronto FC qui est sans aucun doute le plus gros adversaire de l'Impact dans cette formule tournoi-là qui sera présentée du 8 juillet prochain au 11 août du côté de Orlando. Mathias Van Hals, je vous le disais, avait partagé aujourd'hui un article de Forbes qui porte un petit peu sur les prédictions sportives qu'on pourrait avoir finalement lors de cette confrontation-là du côté de Orlando. Et depuis le début, moi je vous dis que c'est très très jouable au sein de ce tournoi-là pour l'Impact de Montréal. Plusieurs en doutent, plusieurs les voyaient loin. Moi, je vous ai dit, si l'Impact ne termine pas premier dans son groupe, doit terminer deuxième. Et si on termine moins que deuxième, je vous le dis, c'est une déception pour l'Impact de Montréal. À l'exception près de si l'Impact décide de profiter de ce tournoi-là pour dire on teste des affaires, on met en place des éléments, des structures, on essaie des nouveaux groupes de joueurs, on change le schéma tactique. Donc, si on le prend pour le développement à long terme de l'équipe, je peux accepter qu'on finisse plus bas. Je pense que les 3 premiers matchs sont importants puisqu'ils vont compter à la comptabilité des points et de la fiche des clubs au championnat MLS. Donc, il n'y a pas de chance à prendre. Et un coup qu'on a passé ça, moi, je me dis, tant qu'à donner l'effort pour les 3 premiers matchs, aussi bien poursuivre la route et y aller all-in jusqu'à la fin. Donc, j'espère que l'Impact va tout donner. Mais si l'Impact donne tout, moi, je vous le dis, il n'y a aucune raison que l'Impact, de 1, ne passe pas au deuxième tour et de 2, que l'Impact finisse plus bas que deuxième dans son classement. Je pense que la seule, dans son groupe, la seule bataille qui risque d'y avoir, c'est face au Toronto FC. Ceci étant, si j'en reviens à l'article de Forbes qui classe les possibles vainqueurs du tournoi MLS, l'Impact se positionne quand même relativement très bien et sort 8e. 8e favori, c'est quand même très, très, très intéressant. Et dans une formule tournoi avec des matchs suicides où un seul match décide de ton sort, moi je pense que c'est jouable en tabarouette pour l'Impact de Montréal. Los Angeles FC qui est le grand favori selon l'article. Et c'est sûr que, bon, les codes viennent de BetOnline, mais LAFC est premier, Atlanta United deuxième, le Sounders, champion en titre, troisième, New York FC quatrième, Toronto FC cinquième. C'est le seul du groupe C, la seule formation du groupe C qui se positionne devant l'Impact de Montréal. Tout juste après, le LA Galaxy, Minnesota United, et on a l'Impact de Montréal à égalité avec le New York Red Bull et le Sporting Kansas City. Bref, il faut descendre aux Revs qui sont favoris à 28 contre 1 finalement et sont encore très loin. Alors, je vous ai dit depuis le début que c'était très, très jouable ce tournoi-là pour l'Impact de Montréal. Et encore aujourd'hui, j'en démarre pas. Je tiens mon point à l'effet qu'on va pouvoir jouer du gros soccer
que ça va être super intéressant et que c'est très, très jouable. Donc, il faudra trouver un moyen de maintenir la cadence face au Toronto FC dans ce tournoi-là. Et c'est les 3 premiers matchs. Il faut passer les 3 premiers. Et ensuite de ça, comme je vous dis, ça va jouer 90 minutes sur le terrain. On peut être surpris de la tournure de ce tournoi-là parce que lors d'un match, il peut y avoir énormément de surprises. C'est pas comme un duel aller-retour avec des matchs où faut aller à l'étranger. Tout le monde va être en terrain neutre. Il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de cop, il n'y a pas d'ultra. Donc, ça va vraiment se jouer différemment de ce qu'on était habitué de voir dans le contexte réel des activités régulières de la MLS. Donc, ça va être hyper intéressant de suivre la progression de ce tournoi-là. Et moi, sincèrement, j'ai vraiment hâte que tout ça arrive et que tout ça se mette en place, se mette en branle et qu'on puisse déboucher vers quelque chose de super intéressant et de suivre les matchs. J'ai hâte de recommencer à vous faire des avant-matchs et c'est sûr que dès qu'on va avoir le calendrier officiel, on va mettre en place tous les événements et là, on commence à avoir le droit de faire de quoi de pas pire, hein? Parce que, veut pas, on a le droit au rassemblement de 50 personnes, les restaurants vont ouvrir, les bars vont ouvrir, bref, on pourrait réussir à faire de quoi de pas si pire et à BBN Media ici, on va travailler très très fort pour vous offrir de quoi de super intéressant pour le tournoi MLS is back. Dépendamment, encore une fois, du calendrier, dépendamment de comment tout ça va se dérouler. On sait qu'il y aura des matchs tôt le matin et c'est pas vrai que je vais m'embarquer dans la préparation d'un tailgate pour un match présenté à 8 heures le matin. Donc, faudra voir, mais on va essayer de vous organiser de quoi de super intéressant ici. Mais on va être là sur place, pas sur place, mais on va être là avec vous pour commenter, analyser, mettre la table sur toutes les rencontres qui seront présentées, principalement, bien sûr, celle qui opposera l'Impact dans un duel. Donc, ça va être super intéressant. L'autre point en terminant que je veux élaborer avec vous, c'est le retour du soccer dès le 22 juin. C'est le retour de tous les sports. On a approuvé aujourd'hui du côté de la santé publique l'accès au plateau sportif pour les équipes. Donc, les matchs également avec contact sporadique. Faut lire entre les lignes, là, mais il faudra lire les petits caractères en bas. Mais normalement, selon toute vraisemblance, là, dès le 22 juin prochain, on pourrait apercevoir les jeunes fouler le sol des terrains de soccer du Québec. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On suit avec vous ce qui va se passer du côté de la PLSQ. Avant la pandémie, je ne vous ferai pas une cachette qu'on avait un projet pour vous présenter quelque chose en lien avec les activités de la PLSQ. Donc, on va recentrer tout ça, on va mettre ça de l'avant. On va suivre également les activités de la CPL si ça déborde. Mais, comme je vous dis, dès le 22 juin prochain, les jeunes auront le droit overall, là, tous les sports, de fouler leur plateau sportif et de reprendre les entraînements et les matchs. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, j'en ai un ici à la maison, un jeune qui s'exécute donc en 3A. Et je peux vous dire que ça fait grandement son bonheur que cette annonce de la reprise des activités. Donc, tranquillement, pas vite, on va revenir à la normale et ça va faire du bien. Ça va faire du bien à nos jeunes, ça va faire du bien à nos espoirs. Le mien, voyez-vous, rentrait collégial à le début de la prochaine session. Donc, était un peu en suspens. Qu'est-ce qui allait se passer avec sa saison estivale? Qu'est-ce qui allait se passer avec son admission collégiale et tout ça? Donc là, ça va reprendre et tranquillement, pas vite, on va reprendre la game shape.
bien qu'il n'avait pas lâché l'entraînement, mais c'est pareil pour tous les jeunes là, qui évoluent, bien sûr, à un certain niveau, mais c'est le fun de voir tout ça. Donc, on va suivre les réactions. Québec Soccer a réagi aujourd'hui à l'annonce du gouvernement. On va suivre dans les prochains jours avec vous ce qui va en découler du côté de la PLSQ. On espère une reprise des activités rapidement. Là aussi, pour tout mettre en place et permettre à ces jeunes athlètes-là de ne pas avoir de saison morte et de perdre un an dans le développement. C'est super important et quand on y pense, quand on prend le temps de s'arrêter, c'est important à plusieurs niveaux. Il y avait sans aucun doute des jeunes, des joueurs qui étaient cette année au dernier niveau collégial, au dernier niveau universitaire, à travers tout le Québec et qui se retrouvaient un peu devant rien parce qu'ils devaient compléter leur parcours académique. Alors, on était comme dans le néant pour beaucoup de joueurs et présentement, ben, ça vient un peu là, soulager tout ce beau monde-là et faire en sorte que nos jeunes vont pouvoir bouger et fouler les terrains, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient pros, qu'ils soient en voie de... Faut que ces jeunes-là courent, faut que ces jeunes-là s'amusent, que ce soit le soccer, le hockey, le basket, name it, le sport. Je suis vraiment soulagé de voir qu'il y aura du sport cette année à travers tout le Québec. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle à tous les niveaux. Donc demain, on est encore là avec vous pour une nouvelle édition de notre podcast. Je vous rappelle que notre podcast est disponible en formule vidéo comme ceux et celles qui viennent de le suivre à l'instant sur Twitter. On est live là. On va mettre tout ça en ligne cette semaine sur le site au www.bbnmedia.com. Donc, vous aurez les archives de tout ce qui s'est fait cette semaine. Et sinon, la version audio du podcast demeure disponible. On a eu des problèmes là, avec un podcast la semaine dernière. Et dépendamment des soirs, là, on va avoir la même version audio que vidéo. Donc, comme ce soir, le podcast qui vous sera offert en version audio sera le même que le contenu que vous écoutez à l'instant en version vidéo. Et demain, ben, on reprend la barre, on analyse tout ce qui va se passer dans le monde du soccer. Je veux qu'on recentre justement sur cette annonce-là du 22 juin prochain. Qu'est-ce que ça représente pour les clubs? C'est quoi l'adaptation? C'est quand qu'on peut s'attendre à avoir des matchs? La reprise des ligues? Bref, on va suivre tout ça avec vous parce que c'est important de le faire. C'est important pour le soccer et le foot, c'est pas juste l'Impact de Montréal. Donc, si on veut donner du rayonnement et de la visibilité au sport au complet, ben c'est important de couvrir ces dossiers-là. Donc, on va couvrir ça avec vous dès demain. Donc, restez là. Jeff était là avec vous pour le podcast BBN.